être au même moment sur les deux continents, oui. C'est pour ça que je dis oui et non. Enfin oui, non parce que on peut bien être physiquement en dehors de son pays, mais continuer à être dans son pays. Donc c'est vrai que j'évolue sur les deux continents pour l'instant. Donc je suis résident en Belgique, je travaille en Afrique et mon pays se trouve en Afrique. Donc, vous êtes diaspora de l'Afrique, diaspora, parce qu'apparemment on ne comprend pas. Votre résidence c'est en Belgique, mais vous travaillez en Afrique. Vous venez souvent au Congo. Au Congo, exactement. Là, je doute directement que vous êtes Congolais des pères et des mères, parce que là, vous n'avez plus la couleur là. Non, non, je suis, comme je vous ai dit, hein, donc résident en Belgique. Je travaille dans l'humanitaire. Je suis un travailleur humanitaire international. Je travaille, je ne peux pas citer le nom malheureusement, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, principalement en Afrique. Et c'est un choix de travailler en Afrique parce que j'estime que de par ma formation, c'est là que je peux être le plus utile possible. Et j'essaye d'être le plus utile à ma population, à mon peuple, qui est l'Afrique. Et je viens tout le temps au Congo parce que là aussi j'ai des responsabilités. Donc je suis vice-doyen en charge de la recherche, spécialisation et clinique universitaire à l'université de Mbuji-Mayi, qui est cette université qui m'a permis de devenir médecin, qui a fait de moi ce que je suis. L'université de Mbuji-Mayi. L'université de Mbuji-Mayi. Ok. C'est là que... Il y a ceux qui pensent, en dehors de Kinshasa, les universités de la République, là-bas il n'y a pas assez des outils pour que vous puissiez être bien formé. Vous vous défiez le monde que l'université de Mbuji-Mayi a fait de vous ce que vous êtes. Vous êtes devenu. Tout le monde peut le vérifier. Donc moi j'ai fait mon cursus total. Donc de la première année à la dernière année de médecine, je l'ai faite à l'université de Mbuji-Mayi. Et c'est uniquement la spécialisation que j'ai fait ailleurs, ainsi que mon PhD. Mais ce que je fais à l'université de Mbuji-Mayi, c'est ça la base qui m'a permis de faire ce que je fais et qui a permis à ce que sur le plan international, que je sois identifié et responsabilisé. Okay. Donc je travaille pour un organisme médical international et en tant que haut responsable de cet organisme, responsable médical de plusieurs pays pour cet organisme-là. Et cette confiance vient du fait que ils ont estimé que j'avais une bonne base. Cette base, je l'ai acquise à l'université de Mbuji-Mayi. Alors, professeur, ceux qui pensent que notre système éducatif a des problèmes, vous pensez qu'ils ont raison parce que vous dites que vous êtes le fruit de notre système éducatif. Le problème éducatif, c'est vrai, il est temps pour que ce système, à mon avis, soit actualisé. Voilà. On a un très très bon système. Peut-être quand on est à l'intérieur, on ne s'en rend peut-être pas compte. Mais il faudra que ce système soit actualisé à deux niveaux. Premier niveau, par rapport, c'est quoi les enjeux du monde aujourd'hui? Premier niveau. Deuxième niveau, c'est quoi nos besoins? Pour moi, je devais même inverser. Premier niveau devait être c'est quoi nos besoins? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un schéma un peu laissé par la colonisation. Ça veut dire tout le monde veut absolument être universitaire. Et être universitaire en faisant quoi? En faisant la médecine, en faisant les droits, en faisant l'économie, en faisant les polytechniques. Voici un peu le schéma qu'a laissé le colonisateur. Et le colonisateur a mis ce schéma en place parce que ça répondait à ses besoins en ce moment-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça notre besoin comme peuple, comme nation? C'est quoi nos besoins? C'est en fonction de cela. Aujourd'hui, je donne un exemple. Je vois tout le monde a des téléphones. Prenez votre téléphone. 80% de matière qui entre en fabrication de ce téléphone, ça vient de notre pays, de notre sous-sol. Est-ce que nos enfants connaissent d'abord que c'est comme ça, que les téléphones sont fabriqués avec des matières premières qui viennent de notre sous-sol? Est-ce que nos enfants connaissent c'est quoi la chaîne de valeur de toutes ces choses qui entrent en compte dans la fabrication de ce téléphone que le monde entier porte aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de la batterie électrique pour les voitures électriques. Vous savez, en 2030-35, l'horizon 2035, l'Europe a comme objectif de plus de voitures à carburant. Okay. Toutes les voitures doivent être électriques. Mais pour fabriquer ces voitures électriques, il faut des batteries. Et ces batteries, pour les fabriquer, il faut des matières premières. Et ces matières premières, l'Occident ne les a pas. Nous les avons. Est-ce que nos enfants, dès l'école maternelle, ils sont conscients de ça? On doit
c'est ça les besoins de demain. Ok. Et on doit les inculquer, on doit les apprendre à savoir que nous avons ces matières premières et c'est quoi les différentes chaînes de valeur. Ok. Et si demain le monde a besoin des batteries, le monde doit venir chez nous. Donc nous soyons prêts à fournir au monde des batteries. Donc formons les gens qui vont produire les En choses fonction des besoins que le que pays le monde a présente. besoin demain. Exactement. Donc ça, c'est un premier niveau. Hein. Donc on doit revoir notre système d'éducation. Deuxième niveau, en fonction c'est quoi, où est-ce que le monde est en train d'aller demain? C'est quoi les besoins du monde demain? Donc, et enfin, pour le troisième niveau, j'ai peut-être pas cité au début, le troisième niveau, c'est le système éducatif doit être pensé par nous-mêmes. Doit être pensé, doit être réfléchi, doit être mis en place par nous-mêmes et pas faire du copier-coller. Vous risquez d'avoir une guerre avec la communauté internationale. Il semble que les Africains, bon, je prends notre cas, le Congolais, on n'a pas assez de génies, on n'a pas assez de professeurs, on n'a pas assez de gens qui peuvent voir le Congo dans 50 ans, 60 ans. Il faut d'abord que nous puissions nous coller aux Occidentaux et puis petit à petit, on peut quand même... La preuve, nous, on avait eu l'indépendance en retard, sous la précipitation. Aujourd'hui, vous connaissez les réalités. Je ne pense pas qu'il n'y a pas suffisamment de génie, qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui pensent dans ce pays. La preuve, je vous ai dit, enfin, je ne suis pas le seul. Et mon université, je l'ai faite dans ce pays. Toute ma scolarité maternelle, primaire, secondaire, universitaire, je l'ai faite dans ce pays. Et ceux qui m'ont formé, à part quelques étrangers qui venaient de temps en temps, et d'ailleurs des étrangers d'origine congolaise, et qui m'ont formé, tous mes enseignants sont des Congolais. Et je ne pense pas que je fais la honte du Congo là où je travaille. Et je ne suis pas le seul dans ce cadre. Donc il y a des gens, il y a des génies dans ce pays. Le problème est-ce qu'on les a mis dans un environnement pour que le génie qui sommeille en eux se réveille? Ça, c'est un autre débat. Parce qu'un génie, on peut l'être, mais ça ne suffit pas d'être un génie. Il faut qu'on soit mis dans des conditions... Il faut créer des conditions appropriées pour que la personne dégage les meilleurs de lui. Bien sûr, le génie qui est dans soi se réveille. C'est à ce niveau, éventuellement, qu'il faille que l'on travaille pour que les génies qui sommeillent en nous... Regardez seulement, sortez sur cette ville, circulez un peu. Vous allez voir le niveau d'ingéniosité que la jeunesse de ce pays a. Vous êtes sûr? Ah bah oui. La jeunesse congolaise? La jeunesse congolaise est ingénieuse à un point inimaginable. Non, mais moi je connais un ancien dirigeant qui avait dit nous avons une jeunesse naïve. Je ne sais pas de quelle jeunesse il parlait, mais la jeunesse que moi je vois à longueur de journée sur les rues de Kinshasa. Les débrouillards, oui. Sur les rues de toutes les sur les futilités, oui. Une jeunesse dans la distraction, oui. Mais pas une jeunesse qui pense le développement. Vous savez, allez circuler à New York, allez circuler à Bruxelles, vous allez voir des jeunes étudiants le week-end en train de s'en priver d'alcool, en train de danser, en train de s'amuser. Est-ce que c'est pour autant que cette jeunesse à Bruxelles, à New York est distraite? Non. Donc, si notre jeunesse est de temps en temps, les gens prennent un peu d'alcool, les gens s'amusent. Je crois que c'est important aussi de s'amuser. Mais ça ne doit pas être cela l'activité principale. Regardez combien d'emplois nous avons dans ce pays. Quasiment pas. Le taux de chômage, il est très élevé. Mais que fait la jeunesse pour nouer les deux bouts du mois? La jeunesse, elle met en place ce qu'on appelle un mécanisme de résilience. La jeunesse met en place ce qu'on appelle comment combler le vide qu'a laissé le manque d'emploi. Et pour cela, ça demande de l'intelligence. Peut-être que cette intelligence n'est pas suffisamment canalisée. Okay. Cette intelligence n'est pas suffisamment formalisée. Mais elle fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour créer des choses, pour inventer des choses afin de survivre. C'est une preuve d'intelligence. Maintenant, il faudra canaliser tout ça en fonction des besoins actuels et futurs de notre pays. Il faudra canaliser cela, oui. Nous le voulons bien. Mais à qui la responsabilité? Si ce n'est pas l'État, il semble que nous avons des gouvernements qui pensent à eux, qui ne pensent pas au peuple. Je parle de plusieurs présidents, plusieurs régimes qui se sont succédés. Pensez-vous qu'il y a eu cette volonté d'investir dans la jeunesse?
Ça, c'est clair que probablement les 25 dernières années, à dessein, je crois que l'éducation de la jeunesse a été négligée. Pourquoi je le dis? Ok. Voilà. Je crois que c'était fait à dessein parce que l'éducation, la formation, c'est la base. S'il n'y a pas d'éducation, s'il n'y a pas de formation, vous devenez manipulable, malléable. Et vous devenez distrait. Et je pense que les 25 dernières années, éventuellement que c'était fait à dessein pour que la population n'ait pas accès à l'éducation. Pourquoi je le dis? Parce que depuis 3-4 ans, les chiffres sont très... Et ce ne sont même pas des chiffres qui viennent de notre gouvernement, qui viennent des organismes internationaux assez sérieux. On a remis combien? 3 à 5 millions d'enfants sur le chemin de l'école. Vous parlez de la gratuité de l'enseignement. Entre autres, la gratuité de l'enseignement a permis de remettre sur le chemin de l'école 3 à 5 millions d'enfants sur le chemin de l'école. Ça veut dire 3 à 5 millions de gens qui n'avaient pas accès à l'éducation. Et voyez ces 3 à 5 millions de personnes dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce qu'ils vont devenir sans avoir été éduqués? Vous voyez? Et je crois que c'était fait sciemment. Donc, il faut remettre ces jeunes gens-là sur le banc de l'école pour qu'ils aient accès à l'éducation. Il est certes clair que c'est la responsabilité de l'État, effectivement, de créer des conditions pour que cette jeunesse soit remise sur le banc de l'école, qu'elle ait accès à l'éducation. Mais il ne faudra pas tout attendre de l'État. Hein. Un politicien disait, avant de dire qu'est-ce que l'État doit faire pour moi, posez-vous la question, qu'est-ce que moi je fais pour l'État? Qu'est-ce que moi je fais pour mon pays? Le rôle de l'État n'est pas de créer de l'emploi. Le rôle de l'État n'est pas de nous faire tous des fonctionnaires. Le rôle de l'État est de faire en sorte que des privés créent de l'emploi. Des investisseurs arrivent et investissent. Ça, c'est le rôle de l'État. Mais ce n'est pas le rôle de l'État. L'État n'a pas le droit de créer l'emploi. Vous risquez d'énerver les gens à la maison parce que des gens à la maison disent que l'État a créé Missalaté, l'État a perception Missalaté. Vous êtes en train de dédouaner un peu l'État qui est les parents responsables numéro 1. Regardez, mon ami, nous sommes combien? 100 millions d'habitants dans ce pays. 70% de notre population a moins de 30 ans. Donc, ça veut dire... il y a à peu près 60-70 millions de personnes, de Congolais qui ont moins de 30 ans. Ces gens sont dans l'âge où il faut qu'ils travaillent pour produire pour leur pays. Est-ce que vous pensez que l'État peut avoir 70 millions de fonctionnaires? Et ce n'est pas possible. Même les États-Unis n'ont pas 70 millions de fonctionnaires. Ok. Et le rôle de l'État, et quand vous remarquez dans un pays où il y a beaucoup de fonctionnaires, généralement ce sont des États qui sont économiquement faibles. Parce que le rôle de l'État n'est pas de faire de sa population une population des fonctionnaires, mais plutôt de faire de sa population des entrepreneurs. Et pour qu'on devienne entrepreneur, la base, comme je dis, c'est l'éducation. Qu'ils aient accès à l'éducation, qu'ils découvrent leur pays, qu'ils découvrent le monde. Une fois qu'ils ont fait cela, l'État crée des conditions pour que et les étrangers et les locaux se mettent ensemble et créent de l'emploi. Et c'est cet emploi qui fait que l'État devient puissant. Mais on ne devient pas puissant en termes de nombre de fonctionnaires que vous avez. Merci. Alors, parce que vous venez de dire ici que dans les 25 dernières années, vous avez senti qu'il n'y avait pas eu vraiment la volonté d'investir dans la jeunesse. Mais je me rappelle que l'article dont vous parlez ici, l'article 43 de la Constitution, c'était l'œuvre d'un ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui avait pensé qui est réellement la gratuité de l'enseignement, la continuité de l'État, tu sais qu'il est appliqué. Vous n'avez pas reconnu cela? Kabila était si méchant, selon vous? Bon, je n'aime pas trop parler d'individus, hein, je crois, et je sais que vous êtes un journaliste très brillant, ainsi que votre chaîne. Le rôle qu'on n'est pas qu'on parle des individus, il y a une différence entre avoir une disposition constitutionnelle et la mettre en pratique. Okay. Hein, vous savez, quand vous regardez le système de santé de ce pays, hein, avec le travail que moi j'ai fait les 10-15 dernières années, quand vous comprenez notre système de santé sur papier, il n'y a pas meilleur que ça. Ok, sur papier. Sur papier, le système de santé. Mais est-ce que cela est mis en pratique? Il y a et ça fait des années que nous avons ce système de santé sur papier meilleur que la plupart des pays en Afrique. Sur papier, j'insiste. Okay. Il est meilleur. Mais dans les faits, c'est autre chose. Donc il y a une différence entre avoir une disposition constitutionnelle et une différence de la mettre en pratique. Alors, est-ce qu'il faut attendre de réunir toutes les conditions pour la mettre en pratique? Ça, immédiatement, je dis non.
C'est vraiment ça l'erreur que Kabila et son régime ont commis. Il ne faut pas attendre. Le meilleur moment, il n'arrive jamais à un meilleur moment. Il faut commencer par où c'est possible de commencer. Et chemin faisant, il y a des choses qu'on améliore. Aujourd'hui, aux États-Unis, on n'a jamais arrêté de construire les États-Unis. Okay. Il n'y a pas un moment où on a dit, OK, maintenant nous arrêtons de construire. Ce n'est pas possible. On construit tous les jours. Parce qu'il y a 10 ans, dans 50 ans, ce qu'on a aujourd'hui sera dépassé. Donc, il faut se remettre en phase. Donc, il y avait une disposition constitutionnelle qui n'a jamais été appliquée. Et ce n'est pas une constitution de Kabila, c'est la constitution du peuple congolais. Je me rappelle que Kabila avait dit que c'était sa constitution. Je ne vais pas vous faire entrer dans des polémiques. Mais il y a quand même... Je précise que vous êtes professeur, mais vous êtes aussi cadre de l'UDPS Kibasa. Je précise bien. Vous êtes de l'Union sacrée? Bien sûr. Ok. Parce que vous dites que Kabila n'avait pas eu la volonté d'appliquer cela. Vous avez encore dit, il n'y a pas le meilleur moment de commencer. Il faut commencer chemin faisant. Vous allez régler des problèmes. Voilà pourquoi on vous reproche, vous, l'Union sacrée, l'UDPS. Vous êtes en train de faire des choses sous la précipitation. Au lieu qu'il y ait la gratuité de l'enseignement meilleur, avec ce que vous appelez gratuité de l'enseignement, c'est plutôt la gravité de l'enseignement. Il n'y a pas la qualité. Le nombre, oui, mais la qualité de l'élève. Vous savez, je vous lance un défi d'analyser ou de scruter ceux qui tiennent ce type de langage. Vous allez comprendre qu'ils sont capables, en marchant sur l'eau, ils peuvent te dire tu es en train de soulever la poussière alors que tu marches sur l'eau. Ok. Vous savez, on peut ne pas aimer quelqu'un. Et je pense qu'on a le droit, si on en a envie, de ne pas aimer quelqu'un. Mais il ne faudra pas laisser la haine parler à la place de la raison. C'est très important. La haine. La haine parler à la place de la raison. Mais quand l'Église catholique vous explique que ce que vous faites là, c'est un peu du sensationnel, il n'y a pas la qualité, vous l'avez fait de manière précipitée, tout n'était pas mis en ligne, vous pensez que c'est la haine. Quel est le but de ça? Okay. Vous savez, quel est le but? Vous avez 5 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'école. Ça, c'est cette année. 5 millions d'enfants. Voilà, la population congolaise, elle croît de combien? Des millions d'enfants chaque année. Nos mamans mettent au monde des millions d'enfants chaque année. Donc, vous en avez 5 millions cette année qui ne sont pas à l'école. Et vous dites, comme je n'ai pas encore la qualité, j'attends l'année prochaine. Ils ne seront plus 5 millions. Ils seront 7, 8 millions. Vous attendez 3 ans pour que j'ai la qualité. Ils ne seront plus 8 millions, ils seront 15 millions. Je préfère mettre tout le monde à l'école avec la qualité qui est là maintenant. Et graduellement, je travaille à améliorer cette qualité. Ça, c'est un visionnaire. Okay. Ça, pour moi, c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui a une vision. On ne peut pas attendre... Vous savez, aujourd'hui, aux États-Unis, la qualité de l'enseignement continue à s'améliorer jusqu'aujourd'hui. Mais ils pouvaient attendre qu'on attend 2050, quand on aura la qualité que nous rêvons. En ce moment-là, on mettra tous les Américains à l'école. Mais ils mettent tout le monde à l'école avec la qualité qu'il y a aujourd'hui. Et on se rend compte que chaque année, il y a des choses qu'il faille qu'on améliore. Et c'est ça, avoir un esprit visionnaire. Et comme vous avez dit tout à l'heure, vous êtes de l'Union sacrée. Je suis de l'Union sacrée. Et je crois que ce qui manque de plus en plus maintenant, et il est temps qu'on y travaille, hein, je paraphrase le président de la République qui a eu l'initiative de mettre en place l'Union sacrée. Il est temps maintenant, je pense, qu'on ait, et je suis sûr que lui, probablement, il l'a. Probablement que les gens le comprendront plus tard, qu'on mette en place une vision sacrée. Ok. Il y a l'union sacrée, oui, mais il n'y a pas une vision sacrée. Exactement. Il y a un peu du mélange, il y a noir, bleu, rouge, ainsi de suite. Exactement. Vous ne vous retrouvez pas, vous les gens de l'UDPS Kibasa, sur le plan de la vision, si je comprends bien. Ce n'est pas un problème de l'UDPS Kibasa ou non l'UDPS Kibasa. Ce n'est pas le problème de se retrouver, n'est pas se retrouver. Je crois qu'il y a eu déjà un premier pas de dire il y a une volonté qu'il faille qu'on travaille ensemble. Et le président de la République a lancé ce cri d'alarme ou ce cri d'appel pour dire « venez pour nous trouver ensemble ». Donc l'union est déjà là. C'est déjà très bien. Maintenant, il est temps qu'on réfléchisse, c'est quoi notre vision? Pas la vision du président de la République, mais la vision sacrée. La vision sacrée de notre nation, de notre population. Et on travaille sur cette vision sacrée. Et on va se rendre compte, avec cette vision sacrée, que notre pays, ce n'est pas par hasard
qu'il est là où il est aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard qu'il a la grandeur qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard qu'il a les richesses qu'il a aujourd'hui. Il y a une raison derrière tout ça. Il faut qu'on scrute, qu'on creuse, qu'on connaisse cette raison. Et cela va nous conduire vers la vision sacrée. Quel est notre rôle en tant que nation, en tant que peuple, au cœur de ce continent noir? Quel est notre rôle, notre nation, au cœur de ce monde? Pour chuter avec cette question, vous savez, il y a 3 grands rendez-vous de l'humanité. Okay. Et nous avons raté les 2 premiers grands rendez-vous. Raté? Oui, par manque de vision sacrée. Nous sommes en face aujourd'hui en train de vivre le 3e rendez-vous. Et si ça continue comme ça, nous allons rater le 3e rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'était lequel? Nous sommes en 1908. Okay. Il y a eu le besoin d'avoir le caoutchouc parce que l'industrie automobile doit se développer. Et ce caoutchouc est venu majoritairement de notre pays. Nous avons raté cette occasion pour nous imposer, pour avoir une vision de grandeur pour notre pays. 1908 avec le caoutchouc. Le 2e grand rendez-vous que nous avons raté, c'est avec l'uranium, la bombe atomique, en 1945. Le fait d'avoir mis en place cette bombe atomique a bouleversé le monde, a donné un nouvel ordre au monde. Et le Congo, encore une fois, a raté ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes face à l'énergie verte. Et nous avons tout ce qu'il nous faut, notre pays, de par sa superficie, de par son sous-sol, de par son hydrographie. Nous avons tout ce qu'il faut pour être le leader par rapport à cette énergie verte. Et si nous continuons à travailler sans vision sacrée pour notre nation, nous allons encore rater ce 3e rendez-vous. Merci. Parce que vous parlez de l'énergie verte, là je vois Madame Eve Bazaïba, elle est VPM de l'environnement. Et elle essaie un peu de bouger ces secteurs. Pensez-vous que sur le plan diplomatique, dans ces secteurs-là, la RDC hausse quand même les tons? Parce qu'il semble qu'il y a 3 ans, 5 ans après, c'était plutôt les Gabons et un autre pays et le Congo-Brazza qui nous représentaient dans des réunions comme ça pour parler de notre espace vert. Je remercie Mme Eva Zaïba, que je ne connais pas personnellement, je ne l'ai jamais rencontrée, mais je crois qu'elle a fait un excellent travail. Okay. Elle a fait un excellent travail, effectivement, sur le plan diplomatique. Il y a des réunions qui se tenaient sur ces sujets-là, alors que nous sommes des leaders, nous sommes un des leaders mondiaux, de premier plan par rapport à ces sujets-là. Il y a des réunions qui se tenaient dans le monde entier sans la présence du Congo. Et personne, on s'en foutait du Congo, excusez-moi du terme, on s'en foutait du Congo et on se faisait damer les pions. C'était fait à dessein ou soit parce que peut-être le dirigeant, il n'avait pas de vision? Manque de vision, c'est ça que je dis. Mais il y avait des professeurs, mais il y avait des professeurs autour de l'ancien président, Joseph Kabila. Vous pensez que tous ces professeurs voyaient que leur ventre, ils ne voyaient pas l'intérêt des Congolais dans ce sens-là? Le résultat est là. Je préfère qu'on parle des faits. Les faits sont là. Pendant près de 15 ans, près de 20 ans, on a tenu dans ce monde des réunions sur ces sujets-là. On s'en foutait de la présence du Congo. D'autres, on se faisait damer les pions par d'autres, plus petits que nous, qui parlaient en notre nom. Donc ça, ce sont des faits. C'était une humiliation pour vous? Si on regarde ces faits, est-ce qu'on peut dire que ces gens ont joué leur rôle ou ils n'ont pas joué leur rôle? À chacun de répondre. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'avec cette diplomatie agissante de Mme Eva Bazaïba, agissante de Mme Eva Bazaïba, dans ce domaine précis, aujourd'hui, il est impossible de tenir ces réunions-là sans que le Congo soit représenté. Et à certaines réunions, à plus haut niveau, c'est le chef de l'État en personne qui se déplace pour représenter le Congo. Et ça, c'est important. Il faut que le monde sache que nous avons des solutions pour les problèmes qui les concernent, qui nous concernent. Et il est hors de question maintenant d'aborder ces sujets-là ou d'entamer ces solutions-là sans nous. Ça doit se faire avec nous. Si c'est sans nous, alors il n'y a pas de solution. Voilà pourquoi les opposants considèrent que notre chef de l'État, c'est un Magellan qui voyage un peu trop, même dans des réunions où il peut envoyer ses ministres, mais il est là. Quelles sont les retombées de ces voyages aujourd'hui sur les plans diplomatiques? Parce qu'il y a ceux qui pensent qu'il est en train de chercher à sillonner le monde, parce que 37 ans dans l'opposition, il fallait quand même qu'il voyage un peu beaucoup.
Vous savez, j'aimerais d'abord corriger ceux qui donnent cette affirmation, je sais qu'elle ne vient pas de vous, que Saint Magellan, il voyage trop. Pour Les moi, opposants congolais. bon, malheureusement, c'est ça la qualité de l'opposition au Congo. La qualité. La qualité, elle est très médiocre. Hein, pour rester poli et courtois. Ok. Hein, la qualité, elle est en dessous du niveau zéro, la qualité de l'opposition. D'abord, pour moi, il n'a pas suffisamment voyagé. C'est quoi le rôle d'un chef de l'État? Ce n'est pas se réveiller le matin, rester au palais de la nation et attendre le soir rentrer chez lui. Ce n'est pas ça le rôle d'un chef de l'État. Un chef de l'État, ça voyage. Un chef de l'État, ça bouge. Pour faire quoi? Pour aller chercher des moyens, nouer ce qu'on appelle, faire un réseau, un networking pour sa population, pour son peuple. C'est ça le rôle d'un chef de l'État. Ce n'est pas se réveiller le matin, aller au palais de la nation, signer quelques ordonnances et puis rentrer chez soi à la maison, aller embrasser Maman Denise. Non, un chef d'État, ça fait pour voyager. Et pour moi, il n'a même pas suffisamment voyagé. Donc ceux qui pensent qu'il a trop voyagé, je les comprends et je respecte leur opinion, mais il faut qu'ils sachent que c'est ça le rôle d'un chef de l'État. Les retombées de ces voyages. Les retombées, exactement. Maintenant, les retombées de ce voyage. Vous savez qu'il y a un voyage que l'on peut faire aujourd'hui, en 2023, et on va avoir les retombées 10 ans plus tard. Ce n'est pas parce que le président... C'est le cas de l'actuel régime? Bien sûr, ce n'est pas parce que le chef de l'État a voyagé en janvier que vous allez avoir les résultats au mois de mars. Je voyage pour... Aujourd'hui, regardez, les semaines qui viennent, si ce n'est pas fait, les plus hautes autorités de l'Émirat arabe uni vont venir signer des contrats pour un contrat gagnant-gagnant avec notre or. Vous pensez que ça a commencé au mois de janvier de cette année pour qu'on arrive à ce stade de venir signer ce contrat-là? Mais ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Et les résultats viennent 5 ans, 6 ans plus tard. Donc il faut que les gens essaient. Probablement qu'il a manqué de pédagogie aussi. Il a manqué suffisamment de pédagogie pour que les gens comprennent qu'on ne voyage pas un lundi et attendre les résultats un samedi. Vous savez, même à la maison. Hein, restons niveau terre à terre, même à la maison. Quand vous commencez à... Vous avez faim. Ce n'est pas parce que vous avez mis la casserole sur le feu que dans la minute qui suit, vous avez la nourriture. Il y a un temps. Il faut d'abord allumer le feu, il faut rechercher la casserole, il faut chercher les aliments, il faut les cuire. Tout ça, ça prend un temps. C'est ça votre excuse, l'UDPS, l'Union sacrée, parce que 4 ans après, on pouvait constater les retombées de vos voyages, parce que déjà 4 ans, vous pouvez déjà commencer à accueillir le résultat. Ce n'est pas une excuse et il n'y a que les aveugles qui ne veulent pas voir. Il y a des gens qui ont décidé de ne rien voir. Comme je vous disais, il y a des gens qui ont décidé de ne rien voir. Il y a des choses à voir. Oui, il y a des choses à voir, mais il y a des gens qui ont décidé de ne rien voir. Mais et s'ils ne veulent pas voir, c'est leur problème. Okay. Moi, je ne veux pas forcer à quelqu'un de voir des choses que tout le monde voit, que lui refuse de voir. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que moi j'ai vu? Excellente question. Okay. Vous savez, il y a quelques mois, j'étais encore de passage dans ce pays. Je suis allé dans le fin fond de ce pays. Je tais le nom de la province. Ce que j'ai vu dans le fin fond de ce pays, j'ai vu un dispensaire qu'on appelle un centre de santé. Okay. Je vais vous donner un exemple. Depuis, on vient de fêter nos 63 ans d'anniversaire il y a quelques semaines. Pendant 63 ans, tenez bien, pendant 63 ans, le gouvernement de ce pays, on n'a construit aucun hôpital public. Pendant 63 ans, on n'a construit aucun hôpital public. Mais entre-temps, il y a des privés accompagnés par certains religieux qui sont très contents quand un privé, par le fait d'avoir été au pouvoir, aux affaires, construit un hôpital privé. Je comprendrais qu'on puisse faire ça quand Delphin construit un hôpital privé, quand Mutomodi Kembe construit un hôpital privé. Ça, on peut applaudir. Mais quand quelqu'un, par le fait d'avoir été au pouvoir, aux affaires, construit un hôpital privé, après 20 ans de règne, et que pendant 63 ans, on n'a construit aucun hôpital public. Alors, ce que je vois, moi, aujourd'hui, 4 ans après, comme retombée de tous ces voyages-là et de tout ce réseau qui continue encore à se construire, c'est que, il y a des hôpitaux publics qu'on est en train de réhabiliter, d'autres qu'on est en train de construire. Mama Emo aussi, voilà. Ça, c'est Mama Emo. Regardez Mama Emo, les amis.
Regardez Voilà. à quoi va ressembler cet hôpital. On était le seul pays dans notre sous-région qui avait encore des choses qui ressemblaient à des hôpitaux. Des choses qui? Qui ressemblaient à des hôpitaux. Ok. Mais aujourd'hui, on va avoir quelque chose qui est un hôpital. Mama Emo on peut maintenant l'appeler hôpital. Ok. Avant, il fallait trouver, je ne sais pas comment il fallait l'appeler. Par courtoisie, on l'appelait hôpital. Ça, Il y a même un musicien qui a appelé ça maison hantée. voilà. Karmapa. Et ça, ce n'est que Mama Emo. Allez dans toutes les provinces, vous allez avoir au moins un exemple. Dans toutes les provinces. Allez à Lubumbashi. Allez au Kassai. Ce n'est pas du cosmétique, ce que vous êtes en train de dire. Dans toutes les provinces, avec les projets de 145 territoires, vous pensez qu'il y a des retombées déjà? Ça n'a rien à voir avec ce projet. Il y a des programmes cumulés, il y a des programmes jumelés qui combinent un peu les tout. Il y a le programme de réduction de la pauvreté de la présidence, il y a le programme de 145 développement de 145 territoires, il y a toutes ces choses-là. Donc pour revenir à ce que je disais, donc vous avez Mama Emo, ça c'est Kinshasa, allez dans toutes les provinces. Je viens du Kassai, j'ai trouvé l'hôpital général de la Mouya. Ah, Mouya, oui. Cet hôpital-là, il est à 20 mètres de chez moi, en Mbujimaï. Et je suis en Mbujimaï depuis 1992. Ce que je voyais là, ça ressemblait à un hôpital. Aujourd'hui, on va avoir un hôpital. Je sais de quoi je parle. Je suis à moins de 50 mètres de cet hôpital-là, chez moi, en Mbujimaï. Donc vous êtes content des réalisations? Bien sûr que... Ce n'est pas de la poudre aux yeux, Ce n'est pas de la poudre aux yeux, c'est mais la réalité. c'est une réalité. Ça, ce n'est que les grands hôpitaux. Okay. Les centres de santé qu'on appelle les dispensaires, les centres de santé, ailleurs on les appelle les CESCOM. Il y en a au moins 1000. Vous dites 1000 centres de santé. 1000? 1000 centres de santé. J'ai l'impression que vous copiez ma tata qui disait des 1000 écoles chaque année. 1000. C'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous dis. Quand vous êtes à Kinshasa, vous ne voyez pas ces choses. Okay. Sortez de Kinshasa. Allez à l'intérieur de nos provinces. Vous allez... J'ai vu un centre de santé en pleine construction entre Mbujimaï et Tchabamulombo. Tchabamulombo est à plus ou moins 45 à 1 heure de Mbujimaï. J'ai vu de mes propres yeux un centre de santé en pleine construction au mois de février de cette année. J'ai vu un forage d'eau sur cette route-là. Depuis que le Kassai existe, c'est la première fois qu'ils vont avoir un centre de santé. C'est la première fois qu'ils vont avoir de l'eau potable qui jaillit de profondeur de nos terres. C'est la première fois qu'ils vont l'avoir. Je vous comprends. Ça, c'est ce que j'ai vu. Je comprends votre fibre, peut-être, parce que Tshisekedi, et de ces côtés-là, il construit un peu plus chez lui. Est-ce que le Congo, ce n'est pas seulement les Mbujimaï, nous avons 26 provinces. Est-ce que les gens de Kwilu, eux aussi, ils ont des réalisations chez Faïlou là-bas, chez Mouzitou? Est-ce qu'au Katanga là-bas, chez Fimasuka, est-ce que les réalisations, c'est partout? Je vous ai dit qu'il y en a 1000 centres de santé. Le chef de l'État, ce n'est pas un député qui doit faire seulement dans son contrat. C'est ça que je vous dis. Le Congo est grand. Je vous ai dit qu'il y en a 1000 centres de santé. Je vous ai parlé d'un seul centre de santé. Okay. Où sont les 999 autres? Ils ne sont pas au Kassai. Ah, ok. Les 999 autres sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Là, on nous suit partout. On nous suit partout. Je vais ouvrir les téléphones, les gens vont appeler. Ils vont appeler. Vous allez appeler partout. Donc, le numéro là est sur WhatsApp. Je vais ouvrir d'un moment à l'autre. S'il nous reste à 30 minutes, vous allez poser vos questions. Tout ce qu'il est en train de dire ici, posez vos questions. Si les gens posent des questions en lingala, vous pouvez aussi répondre. Bien sûr. Voilà. Bokobenga, Nyonsoto, il est de dans toutes les langues. Voilà. Appelez, posez des questions na Chiluba, na Swahili, na lingala. Pose la question. Nini régime et salité, Makambo Azoloba, Naba province Biseka Boza. Est-ce que vous êtes en train de voir les réalisations du régime? Parce qu'on est en train de parler de cela, on va toucher un peu l'actualité. C'est important de voir la redevabilité, autorité, parti politique, expliquer, vous posez des questions. Bino vous allez à TikTok, WhatsApp. Voilà Makambo Kayango. Parlez, posez des questions, ils vont vous répondre. Allez, évoluez. Et les retombées de ça, rien que ce secteur-là, des hôpitaux généraux en train d'être réhabilités ou construits, des centres de santé, 1000 qui sont déjà finalisés. C'est quoi les retombées? Cette femme-là de Katakokombe, cette femme-là de Kipushi, cette femme-là de Sakanya, cette femme-là de Idiofa, cette femme-là de Maïndombe, qui n'avait jamais un centre de santé tout près de celle. Vous savez comment est-ce qu'elle a accouché? Et je sais de quoi je parle comme médecin. Okay. Vous savez comment elle a accouché? Elle a accouché à même le sol. Elle a accouché dans une case. Mais aujourd'hui, elle va avoir l'opportunité d'accoucher dans une structure sanitaire. Et notre pays a un haut taux de natalité.
parmi les pays avec un haut taux de natalité, c'est notre pays. Et ça fait partie de notre richesse. Aujourd'hui, on va donner la priorité à ces femmes-là d'accoucher à quelques kilomètres de là où elles habitent, dans des bonnes conditions. Et pour moi, ça fait partie des priorités des priorités. Voilà. Ça fait partie des priorités. L'État nous fait défaut. Il y a tellement de sujets à parler avec vous. Je vous dis que vous allez appeler. Le numéro est là. Vous mettez plus 243, quel que soit le pays où vous êtes. Vous appelez sur WhatsApp. On va vous répondre, poser la question en fonction de ce qu'on est en train de dire. Et juste pour finaliser avec ce dossier-là, on était, nous, notre pays, on est les derniers. Circuler, aller un peu dans toute l'Afrique de l'Ouest. Vous allez trouver chaque 30 km environ, il y a un centre de santé. Chaque 30 km. Dans les fins fonds de tous les villages. Ok. Dans les pays qui nous entourent en Afrique de l'Ouest. Ils n'ont pas les richesses que nous avons. Et notre pays, on était les derniers au monde, en tout cas dans notre région, n'a pas été capable d'avoir ce genre de présence de structures sanitaires tous les 30 km. Donc, on va... Avec l'actuel régime, vous pensez, vous dites que la volonté là, on n'y est pas encore là, on n'y est pas encore arrivé, ça c'est clair, parce que le besoin est énorme. Le besoin est énorme. Le Congo est un chantier. Mais ce qui est fait, une chose est certaine, on est dans la bonne direction. Merci, merci. On va parler de l'économie, mais il y a une question là qui me trotte vraiment ici dans la tête. Je vais la poser. La personne qui est ici s'appelle professeur. Et docteur Moukeba Tchalala Didier, il est responsable de l'UDPS Kibassa Benelux en Belgique, mais vous travaillez en Afrique, vous faites un peu de navette un peu partout. Mais avant de toucher la question économique, vous avez dit nous avons une opposition de très mauvaise qualité. De très mauvaise qualité. Très très mauvaise qualité. Ça m'a fait très mal parce que je suis récemment ici un professeur comme vous, parce que je précise que vous êtes professeur, le professeur Matata Pogno, qui tenait une conférence en disant aux gens, quand j'étais Premier ministre, j'ai créé Congo Airways. Quand j'étais Premier ministre, j'ai payé le professeur 2500 $. Quand j'étais Premier ministre, j'ai créé la société Transco. Quand j'étais Premier ministre, voilà ce que j'ai fait, hôtel du gouvernement, tout ça. Mais je n'étais pas un magicien. Mais les autres ici, ils sont venus, au lieu de crier, ils sont en train de se plaindre, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas une honte pour vous, vous êtes de l'UDPS, qu'un ancien Premier ministre vous ridiculise comme ça? Bon, c'est ça que je t'ai dit, on a une opposition de très très mauvaise qualité. Et maintenant, Tampoy, je ne sais pas à quel professeur il payait 2500 $, peut-être le professeur de son université privée. C'est faux, c'est faux? En tout cas, je ne les ai jamais touchés. Hein. Donc, je ne sais pas si le professeur qui les a touchés sur Matata Mpoyo, je ne sais pas c'est Vous êtes professeur, donc Matata Mpoyo est en train de vous regarder. Hein? Vous n'avez jamais touché là? Je ne les ai jamais touchés. Non, c'est un menteur. Bien sûr qu'il a menti. Matata Pogno. Sur ce point-là, il a menti. L'homme de la bonne gouvernance, ne faut pas dire ça. Bon, je suis désolé, je ne les ai jamais touchés. Donc, sur ce point-là, Matata Pogno a menti. Ok, merci. Donc, sur ce point-là, c'est un mensonge, c'est un menteur. Sur ce point-là. Il a raconté un mensonge. Alors, pourquoi il dit qu'on a une opposition de mauvaise qualité? Il est là, voilà là. Oui. Je le connais de vue, je ne l'ai jamais rencontré. Je le connais de vue, je sais que c'est lui. L'homme de la bonne gouvernance. Monsieur l'ex-premier ministre, sur ce point-là, vous avez menti. Et votre conscience sait que vous avez menti. On appelle ça du populisme. Tu vois? Ça, c'est du populisme. C'est, comme je dis, une opposition de très mauvaise qualité. Tellement qu'elle n'a aucun argument. Il faut faire du populisme dans l'espoir de révolter la population, de révolter les masses. Et ça se limite à ça. Ce n'est pas ça une opposition. Vous savez, Marie Le Pen, ou tous les gens de l'extrême droite peuvent ne pas aimer Macron, peuvent ne pas aimer Nicolas Sarkozy. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne fait pas quand on est patriote. Ok. Par exemple? Ce qu'il est en train de raconter, qu'il a payé 2500 $ au professeur. Et Congo Airways, agent. Si vous doutez de 2500 $, le Congo Airways, aujourd'hui, les chefs de l'État voyagent avec les avions achetés par l'homme de la bonne gouvernance, Matata Pogno. Et Congo Airways que Matata Pogno a créé, et Congo Airways a combien? Matata Pogno, en quittant le pouvoir, il a laissé combien d'appareils volants à Congo Airways? Il y avait combien avant lui?
C'est ça la bonne question. Lui, il en a laissé combien? Oui. Parce que son rôle, c'était d'en laisser. Le rôle n'est pas de comparer, il y en avait combien avant moi. Oui. Son rôle, comme chef du gouvernement, c'est d'en laisser. Il en a laissé combien en bon état? Il a laissé la capacité d'aviation de ce pays à quel niveau? C'est ce fameux Matata Mponyo qui a posé la première pierre pour dire qu'on va construire un aéroport international à côté de Ndjili, là-bas. C'est pas où est parti cet aéroport international. C'est ce fameux Matata Mponyo qui a posé la première pierre qu'on va construire un supermarché du côté de Maluku qui n'a jamais existé jusqu'aujourd'hui. Ça n'a jamais existé? Partez, prenez votre voiture, allez jusqu'à Maluku, on va vous dire la première pierre posée par Matata Mponyo et le supermarché n'a jamais existé jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ce fameux Matata Mponyo à qui on a donné de l'argent pour nous faire un parc agroalimentaire de Bukangalozo. Je ne sais pas combien d'aliments les Congolais a consommé venant de ce parc. Mais les gens ont mangé des maïs ici. Les gens ont mangé des maïs ici à Kinshasa. Dans lequel on a injecté, je vous dis bien, 285 millions de dollars. Je ne parle pas de 285 millions de francs congolais. 285 millions de dollars. Si mes données sont correctes. Et vous avez vu ce parc en train de nourrir le Congo? Prenez ces mêmes 285 millions de dollars, donnez ça à un Israélien, dites-lui, je veux nourrir l'Israël. Il va vous nourrir l'Israël. Donnez ça à un Gabonais, dites-lui que je veux nourrir le Gabon, il va nourrir le Gabon. On a eu et ça, maintenant, on ne parle pas. Non, c'est un visionnaire parce que, voilà, Parc Congolonzo, mais Matata Mponyo est un visionnaire parce que chez lui, il a même construit l'université Kindu, vous avez vu? Oui, c'est ça que je ne comprends pas. Vous savez, Barack Obama a fait combien? 8 ans au pouvoir, président des États-Unis. Vous l'avez vu construire une université chez lui au Kenya ou bien chez lui aux États-Unis? Ce n'est pas le rôle d'un leader, ce n'est pas le rôle d'un leader pour booster un peu sa communauté. C'est ça que je ne comprends pas. Vous savez, en venant dans cette émission, j'ai vu encore une histoire, pas très loin d'ici. On m'a dit que ça appartient à la femme de l'ancienne dame de l'ancien régime. Je ne peux pas comprendre que Matata Mponyo se targue en disant j'ai construit une université privée. C'est bien cette université privée qu'il a construite. C'est bien. Mais est-ce que c'est le rôle d'un chef de gouvernement profitant de son passage au pouvoir pour construire des biens privés? J'aurais aimé qu'ils me disent, j'ai trouvé l'Unikin avec 0 homme réhabilité. En partant du pouvoir, et j'ai réhabilité toutes les chambres de l'Unikin. Ça, c'est le rôle de Matata Mponyo. J'aurais aimé qu'il me dise, j'ai trouvé la seule université de Kinshasa qui est l'Unikin, l'université de l'État. En partant du pouvoir, après 14 ans au pouvoir, j'ai laissé une deuxième université officielle de l'État à Kinshasa. Ça, c'est le rôle de Matata Mponyo. Mais qu'ils ne me disent pas qu'il a construit une université privée pendant qu'il était au pouvoir. Parce que je n'ai pas vu une seule, même pas une école primaire que Obama a construite aux États-Unis après avoir été président des États-Unis. Merci. Parlons-en, parce que le temps nous fait défaut. Bientôt, les gens vont appeler professeur, docteur Moukeba Tchalala, Didier. Je précise bien, vous êtes de l'UDPS qui ça. J'espère que, par rapport à cette question, vous n'allez pas essayer un peu de dévoiler trop. J'essaie un peu de vous couper les ailes. La situation sociale et économique. Parlons-en. Samadé, on a pris les vétérans, selon les opposants, Vital Kamerhe à l'économie. Et la situation aujourd'hui est catastrophique. Une fois de plus, l'échec de Tshisekedi. Je vous ai dit que j'étais résident en Belgique. Hein. Ah oui. Depuis que le Covid a commencé, les prix dans les supermarchés des vivres de tous les jours ont augmenté de 30% environ. Je vous parle de la Belgique. Belgique? Ouais. Ok. Tout le monde peut vérifier ça. On nous suit en Belgique, les gens peuvent appeler. Hein. Ok. Les prix ont augmenté de 30% depuis le début du Covid jusqu'à aujourd'hui. Je vous parle de la Belgique. Prenez les États-Unis, les prix ont augmenté entre 20 et 40%. Prenez la France, c'est pareil. Et vous pensez que le ministre de l'économie de la Belgique, c'est un idiot. Le ministre de l'économie des États-Unis, c'est un idiot. Celui de la France, c'est un idiot. On est dans un contexte... Le Congo n'est pas dans un désert. On est dans un contexte global, mondial, il est ce qu'il est. Et
on ne peut pas échapper, malheureusement, à cette réalité. Ce n'est pas pour justifier. Hein. Le rôle d'un gouvernement, c'est quand il y a les prix augmentent comme ça, quels sont les mécanismes qu'on met en place pour absorber le choc. Un des mécanismes, par exemple, pour la Belgique, d'où je suis par exemple, pour chauffer ma maison, j'ai besoin d'acheter du mazout pour chauffer ma maison. Et l'État, comme les prix ont augmenté sur le marché, l'État a contribué dans l'achat de mon mazout pour chauffer ma maison en m'octroyant 350 € que l'État m'a donné comme contribution pour alléger ma charge. Et regardez ce qui se passe dans ce pays. Le prix auquel nous sommes en train d'acheter le carburant à la pompe, ce n'est pas le prix réel. Une bonne partie est absorbée par l'État. Si on devrait acheter le prix du litre au prix réel, je crois que dans ce pays, personne ne circulera en voiture. C'est vrai ça? Ben oui. Là, j'ai dit un grand merci au ministre des hydrocarbures, Didier Bidibou. Très jeune, mais là, au moins, ça va, on peut les féliciter. Et ça, tout le monde peut le vérifier. Ok. La gratuité, on a parlé de la gratuité. Vous savez, il y a des enfants qui n'ont pas étudié parce que les parents n'avaient pas de l'argent. Aujourd'hui, les enfants étudient et les parents ne payent pas. C'est de l'argent en plus qu'ils ont pour investir dans autre chose. Pour dire que l'économie va bien, il ne faut pas attendre que l'État commence à appeler chacun en file indienne en donnant 1 000 €, 1 000 € par jour à tout le monde. Il n'y a aucun pays où ça se fait. Mais gouverner aussi, c'est prévoir. Parce que nous avons des terres arables ici en République démocratique du Congo, professeur. Il ne faut pas attendre que la communauté internationale puisse venir nous distribuer la nourriture à la maison. Et le ministre de l'économie pouvait prendre quand même dans les 100 premiers jours des mesures préventives pour que le peuple ne sente pas les coûts du pouvoir d'achat. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tout est cher. La preuve, l'opposition a marché il y a quelques semaines ici. Ouais, je vous ai dit, tout est cher, c'est pas... Il faut que nos populations comprennent. Tout est cher n'est pas la réalité congolaise. Je vous ai dit que les prix au marché en Belgique ont augmenté depuis le début du Covid jusqu'à aujourd'hui d'environ 30%. Mais notre modèle, ce n'est pas la Belgique. Nous sommes la RDC avec tout ce que nous avons. Vous pensez qu'il n'y a pas des hommes capables à anticiper? Mais c'est la question. Je suis totalement d'accord que... Avec les terres que nous avons, est-ce qu'il fallait attendre la Belgique? Kanyamaka, c'est ici, on n'attend pas l'Ukraine et la Belgique. Je suis totalement d'accord. Et c'est là que si on avait une opposition digne de ce nom, ce sont des choses comme ça que l'opposition peut amener des solutions pour dire je ne suis pas au pouvoir, je suis dans l'opposition, la vie elle est chère, on a des terres arables, moi parti d'opposition, moi mouvement d'opposition, voici mon plan que je mets à la disposition de mon gouvernement, parce que qu'on soit dans l'opposition ou au pouvoir, c'est un gouvernement de tout le monde. Je mets à la disposition de mon gouvernement pour que le gouvernement soit capable de produire de la nourriture pour la population. On attend l'opposition sur ce terrain. Mais l'opposition propose, l'opposition lance les alertes, mais il y a un gouvernement de têtu. Les gens n'écoutent pas, les gens ne pensent avoir des pros dans le gouvernement, les gens qui nous viennent de la Belgique, un peu partout. Il semble que ces gens-là, ils ne produisent rien, c'est des jouisseurs. Il y a d'autres qui nous font des 50 notes techniques, mais sur terrain, il n'y a rien. Toutes ces questions très questionnantes et la population en pâtit. Ce sont des termes que j'entends, hein, gouvernement des jouisseurs, des gens qui viennent... C'est ça que l'opposition pense de ces gouvernements, parce qu'il n'y a pas de résultats. Et je ne veux pas vous choquer. Il y a des jours ici, on vient encore d'avoir une vidéo sextape d'un ancien proche du chef de l'État. Les gens pensent, voilà la jouissance. Le régime était dans ça. Bon, vous savez, je ne suis pas là pour parler de ce genre de choses en dessous de la ceinture. Hein, ce genre de choses, je crois que c'est comme une émission suivie par des gens qui ont encore un cerveau normalement fonctionnel. Et je ne suis pas là pour parler des choses en dessous de la ceinture. Et c'est ça qu'on attend. Et qui est en train de balancer et d'amplifier ce genre de choses? C'est l'opposition. Tu vois? Qui a sorti ces vidéos? Probablement l'opposition.
qui est en train, voilà, qui est en train. Mais quand les gens du régime les font, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas l'opposition qui est avec vous. Il faut accepter des fois vos failles aussi. Il y a des spectacles désolants que le régime est en train de mettre à la place publique. Moi j'appelle cela, ça c'est de la vie privée. Vous dites? Ça c'est de la vie privée. Okay. Vous pensez que dans ceux qui sont dans l'opposition, si on fouille, on ne trouve pas ce genre de vidéos? Vous êtes sûr des fins? J'ai l'impression que vous défendez l'indéfendable. Je ne suis pas en train de défendre vous encouragez le mauvaises habitudes, les antivaleurs. Je ne suis pas en train de défendre l'indéfendable ni d'encourager ce genre de choses. Mais qu'est-ce que ça apporte à la nation de mettre une vidéo privée de quelqu'un en train de faire des bêtises? Qu'est-ce que ça apporte à ma nation? Qu'est-ce que ça m'apporte de perdre mon temps pour analyser une vidéo privée de quelqu'un du pouvoir en train de faire des bêtises? Peut-être c'est pour montrer à la population la qualité d'homme, la qualité d'élite ou la qualité des gens qui nous gèrent. Donc, ça aussi, c'est une manière d'interpeller ceux qui sont là. Il faut bien travailler, sinon vous risquez de tomber aussi dans... Donc, je n'encourage pas, mais peut-être... Parce que vous avez un individu qui est incapable d'être discipliné, et que cet individu, par le fait du hasard, est en train de travailler avec le régime en place, et que cet individu, comme il ne peut pas être discipliné, il fait des bêtises, ça devient le gouvernement fait des bêtises. Enfin, je ne sais pas. Ok. Et dans ce gouvernement, il n'y a personne qui a fait quelque chose de bien que l'on peut amplifier et pousser les gens à copier et dire voici, il travaille. Non, moi, il y a des ministres que moi j'encourage. Hein. Alors, pourquoi est-ce que nous venons d'encourager ici F. Bazaïba. Il y a le ministre Nicolas Kazadi qui est en train de travailler, l'homme qui a augmenté encore les budgets. Il y a le ministre Didier Bidimou que nous venons d'encourager ici, mais il y a aussi des ministres qu'on ne peut pas encourager qui font la honte de ces gouvernements. Et je pose la question directement parce que le chef de l'État a parlé récemment ici de la justice. Il n'est pas content de notre justice aujourd'hui. L'état des droits, c'est sous le régime Tshisekedi, mais quand les chefs, 4 ans après, remarquent que la justice ne donne pas les meilleurs d'elle, là, il faut encourager aussi. Ça, pour moi, c'est même très positif ce que le chef de l'État a dit. Okay. Il a dit, vous savez, il a une certaine hauteur, Tshisekedi, quand il parle. Et il faut être à son hauteur pour comprendre. Okay. C'est une preuve que réellement, la justice dans ce pays, elle est indépendante. Là, vous avez le magistrat suprême qui vous dit qu'il n'est pas content de la justice. Il y a 30 ans, ça ne se disait pas. Hein, parce que ce que je voulais que ce soit fait à la justice, j'ai donné les ordres à la justice. On donnait des injonctions à la justice. Voilà comment vous devez traiter ce dossier. Voilà comment vous devez traiter ce dossier. Voilà comment vous devez gérer ce dossier. Mais là, vous avez un magistrat suprême, il se dit, mon rôle n'est pas de donner des injonctions à la justice. C'est un pouvoir indépendants. Je les mets dans les conditions pour qu'ils fassent leur travail. Et je réalise qu'ils ne sont pas en train de faire leur travail. Je ne peux pas leur donner des injonctions. Et il va les interpeller. Il sait qui il va interpeller, à quel moment il va les interpeller, dans quel cadre il va les interpeller. Il va les interpeller pour que les gens fassent leur travail. Mais on n'est plus à l'époque où on a un magistrat suprême qui, lui, toute la justice, tous ceux qui ont des affaires en justice connaissent, les verdicts sont connus, dictés d'en haut. Ça, c'est terminé, ça. Et là, vous en avez la preuve. La même plainte, vous savez, la même plainte, quand vous allez en France, Macron dit la même chose de sa justice. Ok. Quand vous allez aux États-Unis, Joe Biden dit la même chose de sa justice. Ça, c'est une preuve que la justice, elle est indépendante. Selon vous, mais je risque de tomber parce que j'ai suivi un opposant qui a dit que Tshisekedi est un nouveau Poutine, un nouveau Mobutu. C'est un vrai dictateur qui impose, même qui donne les injonctions à la justice. En lisant sur tes lèvres, je sais même dire le nom, si tu n'as pas cité qui a dit ça. Et c'est la même personne, 2 ans auparavant, elle disait que Tshisekedi était un pantin. Et tu veux que je le prenne au sérieux? La même personne. Il y a 3 ans, il disait que Tshisekedi c'était un pantin, c'est une marionnette, ce n'est pas lui qui dirige. Je salue Faïlou là, le président Faïlou, je vous salue. 3 ans plus tard, la même personne dit que ce monsieur est dictateur. Bon, finalement, il est pantin ou il est dictateur? Et s'il est pantin, quand est-ce qu'il a cessé d'être pantin?
Et s'il est dictateur, depuis quand il est dictateur? Donc, et notre opposition, malheureusement, elle est dans ça. Et ça ne s'appelle pas de l'opposition. Et c'est quoi? Ça, peut-être le mot n'existe pas, qu'il faudra le créer, mais ça ne s'appelle pas de l'opposition. Voilà, si vous refusez l'opposition, il y a quand même la résistance de Joseph Kabila Kabange. Je l'ai vu ici recevoir des gens à Kingakati. Il a demandé à ces gens de rester résistants et il a prévenu. L'homme marche avec sa constitution. Ça vous fait peur, vous, l'UDPS? Qui nous fait peur? La résistance ou Kabila? L'homme de la résistance, l'homme de Kingakati qui marche avec la constitution. Vous me poussez à dire des choses que je n'avais pas envie de dire, mais je vais quand même le dire, mais je vais trouver des mots pour rester courtois et bon. Ok. Vous savez, des gens comme celui-là, M. Kabila. Président Kabila. L'ancien président Kabila. Ok. C'est M. Kabila, il s'appelle M. Kabila. Président. Vous parlez à un Congolais des pères et des mères. Oui, président, on n'est pas président à vie, donc c'est M. Kabila. Moi, je suis très content qu'on m'appelle M. Moukeba. Okay, professeur, ce n'est qu'un titre. Ok, pas de problème. Donc, M. Kabila, il est parmi les gens qui devraient se taire. Vous dites S'il est sérieux, il est parmi les gens qui devraient se taire. L'homme qui vous a donné le pouvoir. Il n'a pas donné le pouvoir, M. Kabila. Mais j'ai suivi un cadre du PPRD qui a dit Kabila vous a donné le pouvoir. Il y a aussi une vidéo qui circule. Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi, qui dit Kabila, tel. Je ne sais pas si c'est la bonne vidéo. Amoni, appelé Tshisekedi du pouvoir. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais il y a une vidéo qui circule comme ça. Ouais, vous savez, il y a des vidéos on tire une phrase dans un long message ou dans un long discours de 30 minutes, on tire quelques mots. On les sort de leur cadre et puis on commence à amplifier. Okay. Et ça, on est champion, notre opposition est champion dans des choses comme ça. Okay. Pour revenir à l'ancien président, M. Kabila, que je n'ai jamais rencontré, que je respecte comme humain. Donne-moi la photo de Kingakati, on doit voir là. Je respecte comme humain. L'homme est en bonne santé. Et je crois que ce monsieur-là, il est parmi les gens qui devraient se taire. Oui. Rien que par ce que je vois là. Est-ce que vous trouvez dans un pays normal, je parie qu'en 1997, lorsque Kabila est entré dans ce pays avec des bottes noires aux pieds et armes sur son épaule. Vous parlez de l'AFDEL. L'AFDEL. L'armée qui nous a libérés, l'armée de la libération. Le Congo a été libéré. L'armée qui nous a amené le malheur que nous avons aujourd'hui. Libéré, je n'ai pas de la libération. Pour revenir à ce que je disais, M. Kabila, lorsqu'il est entré dans ce pays en 1997, bottes noires aux pieds, fusil à l'épaule. Ce n'est pas pour le minimiser, j'ai beaucoup de respect, je n'aime pas parler de choses comme ça. Je suis prêt à parier qu'il n'avait pas de compte en banque, qu'il n'avait même pas un seul dollar dans ses poches. Kabila les fils je suis prêt à parier. Okay. Même pas un seul dollar en poche. 21 ans au pouvoir, est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que vous trouvez normal 21 ans au pouvoir, dans un pays comme celui-ci, où nous avons un zoo, un jardin zoologique, qui, tous les jours, il se meurt. Okay. Et de l'autre côté, vous avez un privé, et pas n'importe quel privé. Le premier citoyen de ce pays, lui, il se permet de se construire son propre parc animalier. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous savez, de fois on discute sur des choses. C'est grand, hein? On discute sur des choses, nous les Congolais, et sur base juste de la haine. Est-ce que vous trouvez ça normal que vous avez un jardin zoologique du pays qui se meurt et parallèlement, pendant qu'il se meurt, il y a un autre jardin zoologique privé qui est en train de prendre de l'ampleur? Et s'il appartenait à Mutombo Dikembe, s'il appartenait, c'est pas à un privé, je comprendrais et j'applaudirais. Mais ce jardin zoologique appartient à un ancien président et c'est pendant qu'il est au pouvoir, pendant que le jardin de l'État se meurt, son jardin à lui est en train de vivre. Et les gens applaudissent. Donc Kabila, ce n'est pas un modèle pour vous, l'UDPS? Bien sûr. On devrait sur le plan de la gestion, Kabila, ce n'est pas un modèle pour vous? On devrait avoir honte. Ok. Sincèrement, on devrait avoir honte. Des choses comme ça. Merci, on peut passer parce que je sens vos larmes. Les larmes risquent d'écouler. Il ne faut pas couler des larmes ici. Alors, M. Chims, parlons un peu de la défense avant que j'ouvre le téléphone. Dans 5 minutes, vous allez appeler
Le numéro qui est là, plus 243, vous appelez sur WhatsApp ou sur le normal, laissez vos messages, je vais lire vos messages. Posez toutes les questions. Il y a l'homme du pouvoir ici, l'île de l'Union sacrée. UDPS. UDPS au pouvoir. Monsieur le professeur, notre armée, sous Kabila, il n'y avait pas le M23. Quand Tshisekedi a hérité le pouvoir, on dit que c'est un héritier. Il a hérité l'UDPS, il a aussi hérité le pouvoir chez Kabila. J'étais avec quelqu'un du PPRD ici. Kabila lui donne le pays avec les 145 territoires. Aujourd'hui, le pays, il y a le rebelle, il y a le M23, Bounagan aujourd'hui, ce n'est pas l'administration, ce n'est pas la RDC. Est-ce que ce n'est pas un échec pour vous, le régime? Et encore une fois, ça fait partie de la médiocrité de notre opposition. J'aimerais d'abord corriger, Tshisekedi n'a pas hérité le pouvoir. J'étais avec Claude Machana hier ici. Oui, c'est son opinion. Qui m'a dit, vous avez tout hérité. Et c'est la preuve que, au moins, enfin dans ce pays, quelqu'un peut raconter des choses comme ça et sortir vivant de ce studio et continuer à vivre. Vous vous imaginez, il y a 5 ans, tu aurais dit ça et quitté ton studio vivant. À peine que tu quittes, tu es ramassé. Donc c'est la preuve que les gens peuvent s'exprimer. Les Claude Machala et tous les autres que tu as dit, les gens peuvent s'exprimer. Et c'est pour ça que l'UDPS est là, pour que les gens s'expriment. Mais malheureusement, les gens sont en train de confondre liberté d'expression et désordre et libertinage. Tu vois, liberté d'expression ne signifie pas qu'il faille raconter des mensonges ou qu'il faille raconter n'importe quoi. Quand on dit que vous avez hérité le pouvoir, c'est un mensonge? Enfin, il y a eu... Tshisekedi a hérité l'UDPS, c'est un mensonge? Non. Il a hérité quoi? L'UDPS, il a hérité l'UDPS, il a hérité le pouvoir. Bon, je ne sais pas la connotation que vous donnez à cela, mais il semble qu'il a hérité. La première fois que je l'ai rencontré, il y a très longtemps, il était secrétaire général chargé de l'extérieur. Il était à Bruxelles. Donc, il était dans l'UDPS. Et l'UDPS a organisé un congrès qui a fait de lui le président de l'UDPS. Ce congrès a été organisé à la vue aussi de tout le monde. Et ils n'ont pas l'information, je pense. Ils ont l'information, mais comme ils sont de mauvaise qualité, opposition de mauvaise qualité, ils ne veulent pas voir ce que les gens, tout le monde voit. Ils voient ce qu'ils ont envie de voir. Donc, il n'a pas arrêté le pouvoir. La situation de l'Est. Alors, la situation de l'Est, vous savez, Tshisekedi, en prenant le pouvoir, combien de groupes armés il a trouvé dans ce pays? Plus de 120 groupes armés. 120? 120 groupes armés. Est-ce que les gens de PPRD sont capables de vous regarder en face et dire ça à la population? India a démenti ça ici. Ouais, il a démenti. India Omar, il a dit que ce n'était pas 120 groupes armés. Il y avait des zones de... 180, mais il y avait des zones de tension. Les zones de tension, mais tout était normal. Ils ont eu à régler tout. Oui, la tension était entretenue par quoi? Par la chaleur ou par le soleil. Cette tension était entretenue par... Il y avait une tension entretenue par des groupes armés. Il y en avait 120. 120 groupes armés. Est-ce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, combien de groupes armés ont déposé les armes? Plus de 50 groupes ont déposé les armes. Sur les 120 qu'on lui a laissés, ont déposé les armes. Et vous savez comment eux, ils géraient ce qu'ils appelaient ces tensions-là? Ils géraient ça comment? Vous avez la révélation? Vous savez comment ils géraient? Aidez-nous. Quand vous faites un peu de tension, on vous recrute avec vos grades de votre groupe de tension, on vous injecte dans l'armée. Brassage et mixage. Bien sûr, on vous injecte dans l'armée. C'est eux qui sont à la base de tout ce que nous connaissons. Depuis qu'on a dit niet, on ne fait pas cela. Plus de brassage. Vous voulez faire la politique? Vous voulez intégrer l'armée? Vous allez vous enregistrer comme tout le monde, vous faites l'école militaire comme tout le monde, vous intégrez l'armée. Plus question de brassage. Et ça fait partie des choses qui les énervent. Raison pour laquelle ce fameux M23 ressurgit. S'ils avaient battu et vaincu le M23, comment expliquer le M23 ressurgit aujourd'hui? Le M23 n'a jamais été battu. Il y a eu juste des accords qu'eux ont signés, qui devraient honorer. Et ils sont partis du pouvoir. Celui qui les remplace, qui prend le pouvoir, ça on n'applique pas. Ça on n'applique pas. C'est ça qui a énervé ce groupe. Parce que pendant 18 ans, ils étaient habitués à ça. Ils mettent un peu de tension, on les intègre dans l'armée, la tension se calme. 3 ans plus tard, les besoins, comme ils ont un appétit très grand,
la petite grandissant, ils mettent encore un peu de tension, on les intègre dans l'armée, la tension se calme. Maintenant qu'on ne veut plus les intégrer dans l'armée ou qu'on ne veut plus appliquer des accords qu'ils ont signés, des accords suicidaires pour notre nation, pour l'avenir de notre nation, maintenant qu'on ne veut plus appliquer ces accords-là par un régime responsable, un régime patriote. Voici ce qui explique la résurgence de ce fameux M20. Merci. Mais moi, j'encourage notre armée. J'ai vu aujourd'hui, hein, l'armée a essayé un peu de marcher dans toute la République. Voilà. Merci, Chimsa, mon réalisateur. Voilà. Là, c'est notre armée. Après la formation, je vu partout dans la République notre armée en train de sillonner une manière de rassurer la population que nous sommes là pour vous, avec des tenues très propres, les armes de bonne qualité. Là, j'ai dit félicitations au chef de l'État, Félix-Antoine Tshombo Tshisekedi, l'homme qui motive l'armée, qui a fait en sorte que nos soldats aient encore plus de moyens, et espérons que ces bandits-là de M23 et le président Hitler rwandais, Paul Kagame, va comprendre que les RDC existent. Et alors, comment est-ce que vous arrivez à voir ça que les autres n'arrivent pas à voir? Je suis journaliste. Ceux de l'opposition, eux, ne savent pas. Il faut peut-être leur envoyer ces vidéos, comme ça ils peuvent aussi voir. Voilà, merci. Qu'il y a des choses qui se font dans ce pays. Merci. Alors, nous devons évoluer parce que là, le public va maintenant appeler. J'ouvre mes téléphones. Bokoyi Kobenga, vous posez la question. Na Lingala, na Chiluba, na Swahili, na français. Et mon invité va répondre à toutes vos questions. Bokoyi Kobenga na WhatsApp, Obengi na normal, Okomi message na yo par rapport à Makambo Tolobi. Actualité à Mboka Nabiso, nous allons vous répondre. Je vois déjà ici, m'appelle les Ali Kokota Ebele, Batouazali Koowela, comment Kokota, je prends des messages. Je sais pas tout, je suis avec le professeur docteur Moukeba Tchalala Didier, il est responsable de l'UDPS Kibasa Benelux, donc en Belgique. Voilà, je prends d'abord le message. Monsieur Delphin, bonjour, j'aime bien ton émission, mais aujourd'hui tu as un invité intelligent, je suis flatté par ses réflexions, il n'amène pas trop dans des polémiques, il propose au lieu de l'amener dans les critiques. Pas de problème. Moi je fais que poser des questions. Mon frère Delphin, il ne faut même pas citer le nom de Fayoul à la télé, Fayoul est un confusionnaliste, j'ai dit merci à ton invité, il est clair dans ses propos. Je n'ai pas discuté avec eux. Hein. Voilà, vous pouvez appeler et poser vos questions, pas de problème. Il y a des questions qui entrent ici. Salut Ndeko, sur le plan de l'économie, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est vrai, la situation est mondiale, mais il y a d'autres pays qui ont eu à maîtriser leur système économique. Je suis totalement d'accord avec lui. Hein. Je ne suis pas en train de justifier que c'est parce que la situation est mondiale qu'on doit croiser les bras. Je ne suis pas en train de justifier. Il y a des pays qui se sont débrouillés mieux que nous. Okay. Totalement d'accord avec lui. Mais là où je ne veux pas ce que je veux qu'on puisse bien comprendre, c'est que ce n'est pas une situation particulière à la RDC. Est-ce que ça a été bien géré? Bien sûr, il y a toujours moyen de gérer mieux. Est-ce que ça a été bien planifié? Bien sûr, il y a toujours moyen de mieux planifier. D'autres se sont mieux en sortis que nous. Ça, c'est clair. Alors, mais qu'on reconnaisse quand même que la situation elle est mondiale et que les efforts ont été faits. Peut-être pas suffisamment d'efforts, mais les efforts ont été faits. Hein, il ne faut pas oublier que nous sommes la RDC. On n'est pas n'importe quel pays. Nous sommes la RDC, on vient de très loin. Dans une des émissions avec toi, je t'avais dit que notre pays venait d'un niveau très loin en dessous du niveau 0. Le temps que vous passez à rembler le vide, ça ne donne pas l'impression que vous avez fait quelque chose. Mais une fois que vous avez atteint le niveau 0, on commence à aller au-delà du niveau 0, on remarque qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Mais cela ne signifie pas que tout le temps qu'on a passé à rembler le vide, c'est du temps perdu. Merci. Autant de questions. Vous pouvez appeler Benga Lobana français, Lobana Lingala, Lobana Nyonso sur WhatsApp et sur normal. Je veux prendre vos appels. Toyo Kyo, opposer question, on peut te répondre. Appel Zokota et Belé de faisons rater. Monsieur
de l'UDPS, arrêtez de nous berner avec tes français kilométriques. Avec tes français kilométriques, le pays va mal. Tu as parlé de l'environnement et tu peux nous donner en termes de chiffres ce que le régime a apporté. Je sais pas de quel chiffre il veut que je donne. Je ne sais pas quel chiffre. Enfin, la question est très vague. Quel chiffre il veut que je donne? Mais sur le plan de l'environnement, mes amis, le fait aujourd'hui que tout le monde sait qu'il est hors de question de parler question environnement sans la présence du Congo, pour moi, c'est la plus grande victoire. Et les autres victoires vont se construire autour de cette victoire. C'est maintenant à nous, je reviens à ce que je dis, c'est maintenant le temps pour nous d'avoir une vision sacrée. On doit avoir une vision sacrée dans tous les domaines pour savoir qu'est-ce que nous voulons comme peuple, qu'est-ce que nous voulons comme nation, et autour de ça, on construit, notre avenir autour de cette victoire diplomatique où, au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus de questions d'environnement sans la présence du Congo. Merci. Souffrez, hein, parce qu'il y a des questions de... J'essaie de sélectionner pour ne pas être trop... Salut Delphin, ton invité est intelligent, mais son malheur, c'est qu'il est de l'UDPS Kibasa. S'il est sincère, est-ce qu'il peut nous dire où est parti notre argent RAM, parce qu'ils ont les représentants au pouvoir qui nous a fait souffrir? Très excellente question, vraiment excellente question. Non, ce que je veux dire, c'est que, pour beaucoup qui ne connaissent pas ces détails-là, vous savez que le projet RAM, ce n'est pas un projet de Kibasa. Ok. Est-ce que les gens le savent? Le projet RAM, c'est un projet que Kibasa et le régime Tshisekedi ont trouvé. C'est un excellent projet, hein. Je ne dis pas ça parce que c'est un mauvais, c'est un excellent projet du régime passé. Hein? Vous savez, donc je suis capable de reconnaître quelque chose qui est excellent du régime passé, bien que c'est un régime sous le Même plan... le code minier aussi, c'était excellent. C'est un excellent outil. Hein, le projet RAM, c'est un des excellents outils que le régime passé a légué à Tshisekedi. Et Kibasa, en arrivant à ce ministère, a trouvé ce projet, l'a mis en exécution. En le mettant en exécution, on s'est rendu compte que ce projet était mal mis en exécution. Ce n'est pas comme cela qu'il devrait fonctionner. Et ça, encore une fois, il faut mettre à l'actif de l'actuel régime. On sait reconnaître nos erreurs. Un excellent projet mis en application, en cours de route, on réalise que ce projet, il fait plus de mal que de bien. Alors qu'au départ, il est un excellent projet. Qu'est-ce que nous faisons? Et c'est Kibasa qui a convaincu le régime actuel d'arrêter avec ce projet. Parce que la manière dont il s'exécutait n'était pas bonne. Kibasa. Kibasa. Ok. A demandé au régime d'arrêter avec bien sûr. Et ça, les gens... Au Parlement, il avait parlé, non? Bien sûr. Est-ce qu'il avait dit là où l'argent de RAM était... Bien sûr. L'argent, effectivement, une bonne partie de l'argent était déjà collecté. Oui. Et cet argent, comme la collecte de l'argent ne se faisait pas de la manière assez transparente, comme ça devrait se faire, cet argent collecté, qu'est-ce qu'on en fait? Et cet argent collecté a été injecté dans d'autres projets, notamment au jour d'aujourd'hui. Allez à l'université officielle de Mbuji-Mayi, qui est l'université de l'État au Kasaï oriental. Le budget que le ministre de la Santé, ministre de l'Enseignement supérieur est en train d'utiliser pour construire cette université, une bonne partie de cette enveloppe-là vient de cet argent du projet RAM. C'était combien? Réponse à Mbongo Ram. Il est de l'UDPS qui basse. J'aimerais bien avoir des questions. Merci pour cette question. Je suis dans sincère. L'argent des RAM et qui est Kotonga ba université. Une partie. Bongo ndambu ya RAM. Bongo nyosote. Kasi bongo, pourcentage moko ya mbongo wana bâti na ba projet ebelé. Un des projets est un projet à Kotonga université officielle ya Mbuji-Mayi. Combien d'argent?